Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier rapport politique hebdo, ce premier clin d'œil que nous allons désormais faire chaque semaine et qui vise à vous apporter quelques éléments pour les discussions, pour les réunions publiques ou pour les réunions de groupes d'appui que vous allez organiser dans les jours à venir. Alors pour ce premier coup d'œil, ce que je vous propose, c'est une mise en perspective sur les différentes séquences politiques et puis un coup d'œil peut-être plus appuyé sur celle que nous connaissons aujourd'hui. Je disais une mise en perspective parce que chacune et chacun a en tête que le temps où les gens avaient encore des attentes à l'égard de M. Macron, ce temps-là est désormais révolu. Chacun a pu juger sur pièce et c'est déjà à quoi s'en tenir. Alors avant que nous entrions dans une autre séquence, peut-être demain, une séquence qui viendra nécessairement, celle durant laquelle le dégagisme va s'appliquer à M. Macron et à sa politique eux-mêmes, avant que nous entrions dans cette séquence, nous pouvons déjà dire que nous sommes de plein pied dans la période durant laquelle chacun pense qu'il n'a plus rien à espérer ou plus rien à attendre de la politique qui est mise en œuvre. Et finalement, M. Macron use très rapidement la politique et la démocratie. Lui qui promettait de la renouveler suscite beaucoup de désintérêt et de désenchantement. Voyez ce qui s'est produit ce jeudi encore lors de l'émission politique qui a fait l'une de ses pires audiences de l'histoire avec 1,5 million de personnes à peine réunies pour entendre et écouter celui qui était pourtant présenté comme le vice-président de M. Macron. Donc M. Macron est en train de geler aujourd'hui la démocratie. Et on peut dire de ce point de vue que Jupiter n'est pas Saturne. M. Macron a un défaut de gestion du temps et des temporalités. Ces dernières semaines, il a connu un enlisement. Il est resté planté et pétrifié sur un certain nombre de sujets. Sa parole n'imprimait plus, sa parole flottait dans le vide. Et cela s'est traduit d'ailleurs quasi immédiatement sur sa cote de popularité et dans les sondages. Vous voyez le JDD de ce dimanche qui, alors bien sûr, il l'a fait en page 8, mais qui présentait dans son édition le fait que M. Macron perdait 5 points auprès de l'ensemble des Français, 5 points de popularité, et qu'il passe en cela en dessous du seuil de ses prédécesseurs à la même époque. Le désaveu est cinglant. Mais il n'y a pas simplement l'enlisement, il y a aussi l'enracinement de la contestation. Il y a une toile de fond, celle de l'emploi par exemple, qu'il est loin le temps où M. Macron, depuis Versailles, annonçait 700 créations d'emplois chez Toyota. Depuis, pas un jour, pas une semaine, durant laquelle nous n'avons pas de nouvelles mesures, mais qui vont dans l'autre sens, malheureusement. On avait en tête les 2400 suppressions de postes chez Carrefour, mais il y a eu la semaine dernière les plus de 400 suppressions de postes annoncées chez Brico, Dépôt et Castorama, mais aussi les plus de 1000 suppressions de postes annoncées par exemple aux pages jaunes. Et puis, la toile de fond, c'est aussi cette question du pouvoir d'achat lancinante, mais pourtant bien concrète chez beaucoup de nos concitoyens. Qui n'a pas vu sur sa feuille de paye baisser son revenu net? Pensons à tous ces retraités qui font le décompte à la fin du mois, qui notent moins 25, moins 30, moins 50% pour beaucoup d'entre eux. Et puis la toile de fond, c'est ces luttes qui ne sont plus simplement sporadiques, comme on a pu les connaître durant les 2 précédents quinquennats, mais qui désormais s'inscrivent dans la durée. Je pense en particulier à l'hôpital et à l'éducation, où le mouvement est profond pour lutter contre la fermeture, pas simplement de classes, mais aussi la fermeture d'écoles en milieu rural. Et la limite de cela, c'est le discours de la méthode de M. Macron. Car pour essayer de faire avaler la pilule, celui-là est prêt à tout, y compris à dire tout et son contraire. Vous voyez par exemple l'argument qui a été utilisé à la SNCF à l'école et qui pourtant vise à faire dire 2 choses qui n'ont absolument rien à voir. On nous dit à la SNCF qu'il faudrait fermer certaines lignes parce qu'elles ne sont pas rentables, parce qu'elles coûtent 16% du budget de la SNCF pour ne transporter que 2% des usagers. Cet argument-là est retourné sur la question de l'éducation quand on nous dit qu'il faut fermer des classes, qu'il faut fermer des écoles en milieu rural, alors que pour redispatcher les enseignants et les professeurs pour dédoubler des classes de CP en REP, c'est-à-dire dans les anciennes zones d'éducation prioritaire, quand les élèves de CP de ces zones-là ne représentent que 2% de l'ensemble des élèves. Autrement dit, le même argument comptable
est utilisé pour dire quelque chose et son exact inverse. Chacun voit qu'il n'y a pas simplement de la cacophonie, mais une grande fumisterie là derrière. Alors oui, M. Macron a dit la semaine dernière qu'il était finalement entré par effraction à l'Élysée. Et l'effraction se poursuit aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il essaie de reprendre la main de manière brutale et symbolique, en s'en prenant à deux symboles, mais plus encore deux pans structurants de notre société, que sont le service public, la fonction publique et la SNCF. La fonction publique pour laquelle il envisage d'abattre le statut de la fonction publique, mais également pour laquelle il prévoit un plan de départ volontaire, nous dit-il, c'est-à-dire une rupture conventionnelle collective, telle que celle qu'il a mise en place dans le privé avec les ordonnances sur la loi travail. Et en faisant cela, M. Macron s'en prend ni plus ni moins à l'État. Nous avons vu ce que ça a donné lorsque France Télécom a été privatisée. Là, il envisage la même chose, c'est-à-dire mettre dans une même structure des emplois publics et des emplois et des contrats de droit privé, semant ainsi la cacophonie, la zizanie entre les missions des uns qui viseraient à permettre une plus grande rentabilité et celles des autres qui sont celles d'assurer l'intérêt général. C'est le même type de démarche qui est entrepris au sein de la SNCF. On a tous en tête la casse du rail britannique. C'est pourtant sur un modèle similaire sur lequel s'appuie M. Macron pour la réforme à venir. Pas simplement, là encore, en s'en prenant au statut, mais en voulant fermer un certain nombre de lignes qu'il juge non rentables et surtout en mettant et en créant de la concurrence à tous les niveaux, en ouvrant le marché. En faisant cela, M. Macron sait très bien ce qu'il fait. Il applique la politique de M. Sarkozy, souvenons-nous, qui s'en était pris aux régimes spéciaux avant de vouloir s'attaquer l'année suivante aux retraites. Le calendrier de M. Macron est le même. Et le calendrier de M. Macron est aussi celui de l'Union européenne, qui vise tant pour la fonction publique que pour la SNCF à abattre ces deux pans qui ne rentrent pas dans les clous de ce qu'est l'orthodoxie européenne. Puisque je parle de l'Union européenne, sachant que la semaine qui est devant nous est une semaine chargée, avec ce lundi un Eurogroupe, avec mardi le début d'une votation importante au sein du SPD pour savoir si les militants de ce parti acceptent que le SPD rejoigne Mme Merkel pour former une grande coalition. Avant jeudi, des annonces franco-allemandes entre M. Macron et Mme Merkel sur la convergence, sur le condominium que prévoit M. Macron pour diriger l'Europe. Et puis enfin, vendredi, une nouvelle réunion sur le Brexit, mais aussi sur les réformes institutionnelles de l'Union européenne. Si cette semaine est aussi importante, c'est qu'elle est chargée de sens. Parce que s'il devait y avoir un échec pour la grande coalition entre le SPD et la CDU-CSU de Mme Merkel, cet échec serait aussi celui de M. Macron. Parce que M. Macron n'a pas simplement parié sur l'Allemagne, il a parié sur Mme Merkel, il a parié sur M. Schäuble, qui était venu lui apporter son soutien durant la campagne présidentielle. Il a parié sur cette Europe allemande faite de compétitivité et qui écrase tout le reste. Et si la grande coalition de Mme Merkel était jetée à terre, ce serait un coup rude pour la grande coalition que M. Macron vise à former à lui tout seul en France. Voilà, dans ce contexte, il faut noter que le paysage autour de nous continue à se déliter. C'est le cas bien évidemment à droite. On a pensé après les partiels que peut-être que la droite de M. Wauquiez remonterait sur le cheval. Il n'en est rien. Chacun a en tête les déclarations qui ont été celles du président des Républicains ce vendredi dans un prétendu cours dans une école de commerce. On voit ce qui se passe également à l'extrême droite, où les bisbilles de la famille Le Pen en sont presque à se terminer en pugilat de rue, c'est du moins ce que l'un des deux annonce. On voit que dans le même temps, celui qui a quitté le navire, M. Philippot, a lancé son propre mouvement. Donc la situation d'éclatement et de décomposition se poursuit là-dedans. Et plus que jamais, la France insoumise reste la force stable et dynamique, la force cohérente, la force proposante. Elle le prouve chaque semaine, elle l'a encore
prouvé la semaine passée à l'Assemblée nationale. Ça reste aussi la force de l'action. Elle est aujourd'hui déployée pour préparer le référendum de la semaine du 11 au 18 mars prochain sur le nucléaire. Et voilà comment nous devons prendre notre tâche dans les jours qui viennent en étant déployés dans l'action, sur le terrain, à l'Assemblée nationale, avec la force populaire qui nous accompagne désormais. Voilà donc pour ce premier coup d'œil que je vous ai proposé cette semaine. Nous ferons ça désormais de manière tournante parce que, comme vous le savez, le message que nous portons collectivement est notre force, plus encore que l'émetteur qui peut le dispenser. À très bientôt, au revoir.